Explication spirituelle 71, la polymorphie des êtres éthériques et des animus éthériques, partie 2 sur 2. Les êtres éthériques ont des corps tout à fait biologiques, aussi difficiles que cela soit à admettre. Ce ne sont pas des êtres énergétiques, ce sont des êtres biologiques. Le degré de liberté élevé des lois fonctionnelles au sein desquelles ils fonctionnent quand ils vivent dans leurs dimensions éthériques, ce degré de liberté élevé les rend capables de capacités biologiques et bioénergétiques plus puissantes que les capacités biologiques et bioénergétiques des êtres physiques, lesquels êtres physiques ont des corps tout à fait biologiques. Le qualificatif physique des êtres physiques se rapporte seulement à la dimension physique, sinon ce sont des êtres biologiques. De manière analogue, le qualificatif éthérique des êtres éthériques se rapporte seulement à la dimension éthérique dans laquelle ils vivent, sinon ce sont des êtres biologiques. Quand un être éthérique se trouve en phase, en immersion vibratoire complète, en correspondance vibratoire complète, avec une dimension éthérique donnée, il n'est pas capable de polymorphie. S'il a une génétique qui lui confère naturellement la morphologie, par exemple d'un dragon, ou d'un humanoïde, ou d'un centaure, il conserve naturellement la morphologie que lui confère sa génétique, et bien qu'il soit capable de transformations mineures contenues dans les possibilités naturelles de sa biologie, un peu comme les capacités de mimétisme et de camouflage que possèdent certains animaux physiques, et de transformations mineures rendues possibles par le degré de liberté des lois fonctionnelles dans lesquelles il vit, il n'est pas capable d'une réelle polymorphie, par exemple, alors qu'il aurait une morphologie humanoïde, se transformer en un dragon. Cependant, les êtres éthériques sont naturellement télépathiques, bien qu'il s'agisse la plupart du temps d'une télépathie mineure. Plus exactement, ils ont déplacé un humain physique ordinaire dans une dimension éthérique, de sorte qu'il serait de fait un humain éthérique ordinaire, son cerveau sera capable de percevoir les pensées énergisées des autres êtres éthériques qui partagent la même dimension éthérique que lui, et ses propres pensées énergisées pourront être perçues aisément par les autres êtres éthériques. Une pensée énergisée, c'est une pensée que vous formulez dans votre tête de manière volontaire et soulignée. Ce n'est pas que cet humain ordinaire serait devenu psychiquement plus puissant du fait qu'on l'ait déplacé dans une dimension éthérique, c'est que les lois fonctionnelles des dimensions éthériques font que les cerveaux sont beaucoup plus sensibles à des fréquences télépathiques mineures. Dans la dimension physique, tous les humains émettent des pensées énergisées, mais les lois fonctionnelles de la dimension physique font que les cerveaux sont plus lourds et donc moins sensibles à ces ondes. La télépathie mineure est perçue de manière suffisamment claire dans les dimensions éthériques, pour qu'elle constitue un moyen de communication tout à fait fonctionnel, tout à fait efficace. Deux humains physiques ordinaires, qui sont incapables de communiquer par télépathie entre eux lorsqu'ils sont dans la dimension physique, pourront communiquer aisément télépathiquement s'ils étaient déplacés dans une dimension éthérique. Ce n'est pas qu'ils seraient devenus plus puissants, c'est que les lois fonctionnelles ont un degré de liberté plus élevé dans les dimensions éthériques, et cela rend possible dans ces dimensions éthériques, bien des choses qui sont impossibles dans la dimension physique. Avec le niveau énergétique des ondes psychiques que les humains physiques ordinaires émettent, la communication télépathique est impossible dans la dimension physique entre humains ordinaires, mais cela devient possible entre humains ordinaires si on déplace ces humains ordinaires dans une dimension éthérique. Appelons cela télépathie mineure, le fait des ondes psychiques d'intensité mineure. La télépathie mineure ne fonctionne pas dans la dimension physique entre deux êtres physiques de niveau psychique mineur, mais elle fonctionne dans les dimensions éthériques entre deux êtres éthériques de niveau psychique mineur, que ces êtres éthériques soient natifs de cette dimension éthérique, ou qu'ils aient été déplacés là. Par télépathie mineure, un être éthérique peut projeter une image télépathique de l'apparence sous laquelle il souhaite apparaître, et un autre être éthérique verrait cela comme une sorte d'hologramme qui se surimpose au corps biologique de l'émetteur, donc cette surimposition télépathique ne serait pas convaincante. Si l'émetteur est capable de télépathie médiane, et si le récepteur est de niveau psychique mineur, le récepteur verra directement l'émetteur sous la forme sous laquelle l'émetteur veut apparaître, sans effet de surimposition, et le récepteur ne saurait alors rien de l'apparence réelle de l'émetteur. Peut-on appeler cela polymorphie télépathique ? Quand un humain physique est doté de quelques capacités de vision énergétique ou de clairvoyance énergétique, s'il arrive à se connecter à des êtres éthériques, ces derniers sont capables de pratiquer la polymorphie télépathique sur l'humain physique, et cela, sans même prendre en compte le fait que le subconscient de l'humain physique capable de vision ou de clairvoyance est déjà dans la détermination et dans la définition de ce que l'humain physique va voir en vision ou en clairvoyance. Il y a donc l'éventuel exercice de polymorphie télépathique des êtres éthériques perçus, et l'éventuelle interprétation de la perception par le subconscient de l'humain physique qui perçoit.
Le problème n'est pas moins présent si l'humain physique est en situation de sortie hors du corps, et fonctionne donc dans son corps astral pour entrer en contact avec des êtres éthériques. On peut dire que la polymorphie télépathique est très utilisée dès lors que des êtres éthériques interagissent avec des humains physiques, par le canal de quelque aptitude en vision énergétique et en clairvoyance énergétique des humains physiques concernés, ou par le canal de quelque aptitude de sortie hors du corps. Mais ce n'est pas tout. Les êtres éthériques sont naturellement capables de se mettre en translation physique, c'est-à-dire de se mettre en translation par rapport à la dimension physique, rappel de ce qu'est la translation, un état vibratoire déphasé, dans lequel on se retrouve en situation d'invisibilité et d'impalpabilité par rapport à une dimension donnée, tout en étant capable de voir et d'entendre les êtres et les choses qui se trouvent dans cette dimension. Les êtres éthériques ne sont pas naturellement capables de se densifier dans la dimension physique, il faudrait pour cela qu'ils soient d'une puissance psychique transcendantale, mais ils sont capables de descendre en translation physique. Quand un être est en état de translation, il fonctionne selon des lois fonctionnelles très différentes des lois fonctionnelles proprement dimensionnelles, c'est-à-dire que les lois fonctionnelles de l'état de translation, et de l'énergie en translation, sont très différentes des lois fonctionnelles normales des différentes dimensions. En état de translation, un être peut pratiquer la polymorphie intégrale, et donc on ne parle plus là seulement de polymorphie télépathique. La plupart du temps, les capacités de vision énergétique et de clairvoyance énergétique permettent de se connecter à des êtres en translation, et ces êtres-là peuvent donc pratiquer la polymorphie intégrale que permet l'état de translation, et apparaître sous n'importe quelle forme, et ce n'est pas une surimposition télépathique, c'est vraiment que leur corps biologique en translation peut être transformé de n'importe quelle manière, peut être restructuré de n'importe quelle manière. Appelons corps polymorphé, une transformation quelconque en polymorphie intégrale, et voyons ceci. Si un être éthérique est suffisamment puissant pour cela, puissance psychique médiane très haute, alors qu'il est en état de translation physique, il peut agglutiner magnétiquement un manteau de matière physique sur son corps en translation, et ainsi se matérialiser dans la dimension physique, sans réellement se densifier. La densification, c'est quand il y a un déplacement vibratoire dimensionnel complet d'un corps éthérique dans la dimension physique, de sorte que ce corps éthérique devient littéralement un corps physique, l'éthérisation c'est dans l'autre sens. La matérialisation, c'est quand on habille d'un manteau provisoire de matière physique, un corps en translation, que ce corps soit éthérique ou astral dans sa nature spécifique. Un être suffisamment puissant pour cela, peut ainsi matérialiser un corps polymorphé. C'est-à-dire que, alors qu'il a peut-être l'apparence naturelle d'un insectoïde, comme vous avez naturellement une apparence humaine, il peut se matérialiser sous une apparence humaine, avec un corps de matérialisation que vous pourriez voir et toucher, et prendre en photo. Un corps polymorphé ne peut pas être densifié, il peut seulement être matérialisé, c'est-à-dire revêtu d'un manteau provisoire de matière physique. Un être éthérique en état de translation, et qui aurait pris une forme polymorphée intégrale, peut-il conserver cette forme polymorphée intégrale quand il rejoint sa dimension éthérique normale, quand il se remet en phase avec sa dimension éthérique normale? La réponse est non. Quand un être éthérique en translation quitte l'état de translation pour se remettre en phase avec sa dimension éthérique normale, son corps retrouve son paramétrage génétique normal. La polymorphie intégrale n'est pas une réécriture de la génétique du corps, c'est juste une réorganisation libre et temporaire des cellules du corps, et une telle prouesse ne peut être faite que grâce aux lois fonctionnelles de l'état de translation. Les êtres éthériques parlent souvent de l'état de translation comme d'un mode énergétique, tandis que le mode normal en phase avec la dimension est dit mode matériel ou mode normal. Ils peuvent entrer en mode énergétique, translation physique la plupart du temps, et translation éthérique pour les plus puissants d'entre eux, car il leur est plus facile de baisser leur taux vibratoire. Jusqu'à se mettre en translation par rapport à la dimension physique, et ils disparaissent alors de leur dimension éthérique, et il leur est plus difficile d'élever leur taux vibratoire jusqu'à se mettre en translation par rapport à leur dimension éthérique spécifique, disparaissant ainsi de leur dimension éthérique, et dans ce mode énergétique, ils peuvent fonctionner avec des lois fonctionnelles qui ont un degré de liberté extrêmement élevé. Votre compréhension de comment tout cela fonctionne sera complète en précisant ceci. Supposons 3 dimensions, la dimension physique, la dimension éthérique plus 1, qui est celle immédiatement supérieure à la dimension physique, et la dimension éthérique plus 2, ou plutôt adoptons la nomenclature culturelle usuelle, quoiqu'elle soit complètement erronée, la 3D, dimension physique, la 4D, dimension éthérique plus 1, et la 5D, dimension éthérique plus 2. Voici la règle pour des êtres éthériques de niveau psychique en dessous du niveau
Psychique majeur. Les êtres de 4D peuvent descendre naturellement en translation par rapport à la 3D, mais ne peuvent pas se densifier dans la 3D sans aide technologique. Les êtres de 4D ne peuvent pas monter naturellement en translation par rapport à la 4D, sauf avec une aide technologique. Les êtres de 5D peuvent descendre naturellement en translation par rapport à la 4D, mais ils ont besoin de technologie pour se densifier dans la 4D, tout comme ils ont besoin de technologie pour descendre en translation par rapport à la 3D, et encore besoin de technologie pour se densifier dans la 3D. Quant aux êtres de 3D, ils sont naturellement scotchés à la 3D et ne peuvent rien faire sans technologie, et notez bien qu'on parle de déplacement vibratoire des corps visuels d'incarnation, et non d'usage de capacité de vision énergétique, de clairvoyance énergétique ou de sortie hors du corps. Si vous ne confondez pas la perception et le déplacement, alors l'énoncé de la règle ci-dessus vous aura permis d'avoir une compréhension synthétique des vraies possibilités pour tout ce qui est en dessous du niveau psychique majeur. Sensei Cyril Ndongasu.